Voici un moment que je veux réaliser cet épisode avec lui. Et après de nombreuses relances, il a dit oui. Je t'invite dans les coulisses du sirop avec l'aide de mon partenaire de vie, Charles Trombetta. Il accepte de répondre à toutes mes questions, même les plus intimes. Imaginer, inventer, réaliser. Effectivement, c'est effectif. C'est de l'art ? Du coup, Non, c'est du design. et toi, c'est comme du sirop. C'est de l'art et du design ? Plutôt des Non, c'est du sirop. des rêves et imaginer. Ah, alors c'est comme du sirop. C'est comme du sirop, le podcast du créateur d'idées qui te parle design et communication. Salut, comment vas-tu, Charles ? Eh ben, plutôt bien. Je suis bien installé et je suis prêt, quoi. Ready. Génial. Pour ceux qui te connaissent pas, je vais faire un petit remember. T'es prêt ? Allez. Charles, tu es cofondateur de l'agence du Sirop Design. Tu exerces en tant que directeur artistique et concepteur graphique. Tu es ce que l'on appelle un expert du print, du façonnage et du graphisme événementiel. Tu me dis souvent de mettre un « et » ou un petit esperluette entre designer et graphiste, et j'aimerais que tu nous dises pourquoi est-ce si important de faire la différence. Pourquoi tu es plus qu'un designer graphique, s'il te plaît ? Eh ben, c'est vrai qu'en fait, pour commencer, j'ai fait des études de design. Le design, on partait en fait d'un dessin, carrément au crayon. Pour ceux qui connaissent, on faisait même du rough, c'est-à-dire des dessins un petit peu rapides avec des touches de couleur. Et ensuite, on allait jusqu'à faire une maquette, vraiment avec en argile, etc. Alors qu'en fait, le graphisme, c'était plutôt en fait le monde des ordinateurs, les logiciels, etc. Moi, je suis arrivé un petit peu, c'était le balbutiement, c'est le commencement de cette technique-là, donc on l'employait pas forcément. Après, pour être encore plus subtil, designer graphiste, bah maintenant, en fait, c'est monnaie courante, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est rentré un petit peu dans les mœurs. Tu fais du graphisme en mettant une touche de design. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas étudier la forme que tu donnes à tel ou tel logo. Donc finalement, c'est vrai que c'est une évolution. C'est vrai qu'il y a une époque, c'était pas possible d'intituler design et graphiste dans le même intitulé. Alors, moi, je vais te titiller un petit peu. Quand tu dis époque, on est dans quelle année ? Eh ben, on est 90, début 2000. Bon, ça me permet de rebondir. Tu as commencé en tant que designer industriel et tu es diplômé d'un BTS en design industriel. Tu as exercé en agence pendant 3 ans dans la 2D et la 3D. Et puis, tu as fait 15 ans dans l'événementiel en tant que concepteur graphique dans un service de signalétique dans une très grosse boîte qui est leader sur le marché des événements. Avant de lancer ta propre agence graphique, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Comment tu es passé finalement du design industriel au design événementiel et graphisme d'espace? Ben, en fait, ça s'est fait par étapes. C'est vrai que, comme tu l'as dit, au départ, à la sortie en fait de mes études, j'avais trouvé une formation, un stage justement à Lyon, à la Croix-Rousse, dans une entreprise. Sa spécialité, c'était le design de l'objet. Du coup, j'avais participé à plusieurs projets et notamment une étude sur des circuits pour enfants, pour ne pas citer Majorette, qui faisait des circuits selon des thèmes différents. Alors, il y avait le thème safari, thème Grand Prix, etc. Donc, en fait, là, ça m'avait permis d'exercer vraiment dans mon domaine d'activité et ça m'avait vraiment plu. Mais la boîte, elle a fermé. Donc du coup, après, j'avais dû retrouver en fait un travail et c'est vrai qu'en fait, ça m'avait permis après de rebondir au niveau 3D. Donc là, c'est à la suite. Donc ça m'a permis justement d'allier le côté en fait ordinateur un peu plus quoi. C'est-à-dire que moi, j'étais un habitué du crayon, du pinceau et là, ça m'a vraiment mis en fait devant une autre réalité mais qui m'a servi comme un outil. C'est-à-dire que ça m'a permis de voir en volume, de tourner autour, encore plus que quand je faisais des maquettes en argile ou en polyuréthane ou en polystyrène, quoi. Donc là, c'était plus orienté architecture.
Je devais faire en post-prod des effets 2D sur des images 3D. Donc rendre un petit peu plus humain et un peu plus, comment dire, il n'y avait pas de temps de filtre que ça à l'époque au niveau des plugins et tout, des logiciels. On laissait tourner, en fait, je me rappelle, des heures et des heures pour les rendus. Et moi, en fait, j'avais les images toutes chaudes le matin quand j'arrivais et je devais les retravailler pour pouvoir donner un petit peu plus de, comment dire, La final touch un peu? oui, la Finite Touch, ouais, en fait, c'est ça. Donc voilà, ça rendait moins, comment dire, robotisé le rendu. Donc maintenant, bon, ça se fait automatique hein, avec tout ce qui existe. Puis après, pareil, j'avais l'impression de tourner en rond, donc j'ai eu l'opportunité de rentrer dans une entreprise événementielle, toujours avec une mise en espace. Donc j'ai quitté la mise en espace archi pour une mise en espace stand et également salon. Donc ça m'a agrandi un petit peu le champ de vision au niveau du graphisme, quoi. Moi, c'est vrai qu'en rentrant dans les études, petite parenthèse, la question d'avant, le graphisme était toujours en moi finalement. Ça m'a servi. Au début de mes études, je dissociais bien les deux, mais après, finalement, les deux cohabitent très bien ensemble et ça me permet en fait de passer à chaque fois des levels, quoi. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que tu es passé du dessin au crowbar, au crayonnage, à l'ordinateur et cette passation, en fait, comment ça s'est passé pour toi? Comment tu as vécu ce passage du papier, à l'écran? C'est quelque chose qui a été aisant, plutôt qui s'est fait step by step? Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Oui, je vais vous en parler un petit peu. Quand je te parle, c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir 150 ans. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était pas aussi, comme je te disais, populaire, quoi, en fait. C'est vrai que moi, j'ai vraiment connu cette bascule. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, l'ordinateur chez soi, avec en fait les premiers rendus, comme je te disais, un peu archaïques, on va dire, entre guillemets. Mais je me souviens que à ce niveau-là, même les bureaux de style, qu'on appelait comme ça à l'époque, automobile, crayonnait toujours en fait quelque chose. Et puis après, il y a eu la tablette, crayonnait avec un stylet. Donc c'est vrai qu'en fait, la technologie, de toute manière, va de pair avec la créativité, quoi. Mais je reste toujours avec un petit bout de papier à côté de moi. C'est vrai que bon, l'ordinateur fait partie prenante de notre univers hein, créatif. Mais c'est bien aussi, en fait, même quand je me balade, je me dis, ben tiens, en fait, je vais faire ce petit crowbar en fait en rentrant, comme ça me donne une petite base. Il y a toujours une idée en fait qui surgit, quoi. Pour tout te dire, c'est vrai que l'ordinateur et le crayon, pour moi maintenant, c'est mes deux amis. Tu passes de l'un à l'autre assez facilement. Moi, depuis que je te connais, je sais que tu as toujours aimé, crayonner, dessiner, poser tes idées avec le crayon et très rapidement, tu passes de l'un à l'autre, vraiment sans difficulté. J'ai l'impression que ce sont des outils pour toi qui communiquent entre eux, en fait, et qui s'associent parfaitement. Oui, c'est vrai. Et puis, ben, pour encore une fois faire rebond avec ce que tu disais avant, parce que c'est vraiment bien lié, on a une certaine précision quand on repart du dessin que tu fais à la main. Après, tu le retranscris sur les différents logiciels qu'on a sur l'ordinateur. Et c'est vrai qu'en fait, ça te permet après de redessiner de manière plus précise aussi ce que tu as dessiné à la main. Donc, en fait, ça permet de donner vie, en quelque sorte, à ce que tu as mis à plat, toi, avec ton crayon et ta gomme. Après, le fait de le refaire sur l'ordinateur, de le redessiner, là, je te parle, et de le voir même en 3D, ça permet, en fait, voilà, vraiment de le faire naître. Mmh. Alors moi, je vais t'emmener sur une question, un peu plus intime parce que moi, je suis là pour poser des questions un peu plus private. Je sais que le dessin fait partie, entière en fait, de ton parcours, de formation, mais j'aimerais qu'on aille un peu plus loin sur le sujet du dessin. Ce dessin, il est en toi depuis longtemps. Je crois que tu as vécu dans le dessin, pendant toute ton enfance. Tu avais une maman qui était, styliste couturière et il me semble que tu as grandi dans les bouts de tissu, dans un milieu plutôt féminin avec, sur les murs, des beaux dessins de silhouettes, stylisées. Tu es d'accord avec ça? Oui, c'est vrai, en fait, et ça fait partie de mon ADN et de la base, quoi, je dirais. Comme tu dis si bien, c'est ancré en nous. Tout petit, je m'amusais avec les boutons où il y avait plein de couleurs que ma mère utilisait. Et elle avait l'habitude de mettre au mur des esquisses, justement, qu'elle faisait d'après les commandes qu'on lui avait faites.
d'après chaque cliente qui était très exigeante. Hein. D'ailleurs, c'est un métier où l'exigence est également de rigueur, un petit peu comme le nôtre, hein, mais du coup, ça a vraiment des similitudes, oui, effectivement, avec le design et l'approche d'un graphiste. Donc oui, j'ai été entouré par ce genre de choses, quoi. Les esquisses, et puis pareil, en fait, c'est-à-dire que le dessin, ensuite, se matérialise par quelque chose de plus réel, puisqu'en fait, c'est de la 3D. Après, tu tournes autour. La robe qu'elle confectionnait, qu'elle dessinait, et ben petit à petit, elle prenait forme, en fait, tout au long des jours où elle travaillait sur le projet. Je pense qu'elle colorisait, non, aussi, ses esquisses, non? Les mises en couleur, eh ben, il y avait, comment dire, tout un travail, un petit peu comme des avant-projets, c'est-à-dire qu'en fait, elle se mettait de côté avec un ciseau spécial, des échantillons d'étoffes, de couleurs, etc. Donc, en fait, si tu veux, c'était une grande planche. J'adorais ça, en fait. C'est vrai que c'était une planche créa, finalement, tu vois, où il y avait l'esquisse, les bouts de tissu qui avaient été sélectionnés, un peu comme des nuanciers, finalement. Ouais, ou un mood board aussi, on pourrait dire. Ouais, un mood board, carrément, c'était ça, ouais. Et elle en faisait même plusieurs. Et finalement, après, ben hop, elle, son ordinateur, c'était la machine à coudre. Donc, c'était réglé aux petits oignons, on va dire. Et elle avançait, elle faisait, ben voilà, une partie était une partie petit à petit. Et puis après, ben, il y avait l'assemblage. Parce qu'en fait, si on connaît un petit peu la couture, on fait par partie. C'est-à-dire qu'en fait, on prend les mesures évidemment sur la personne. Et ensuite, ce soit une robe, je sais pas, un top ou autre, on fait ça par étapes. Donc les manches d'un côté, le dos, le devant, on réunit et ensuite ben voilà, ça matérialise en fait le modèle. Et toi, tu as été en quelque sorte son assistant, tu étais souvent présent, dans les moments où tu as travaillé? Oui, bah c'est vrai qu'en fait il y avait une partie cocasse dans la mesure où voilà en fait les clientes arrivaient, il y avait une cabine d'essayage donc je les voyais en fait transformer si tu veux. Après en fait ben il y avait les ajustements aussi. Donc ça j'aimais bien parce que il y avait le côté finition, la dernière touche. Moi, je suis un peu comme ça, c'est-à-dire que ce soit au niveau logotype ou identité graphique, il y a toujours en fait le petit détail qui fait que voilà, on se dit ah ben tiens, ça y est, j'ai fini la charte graphique. Et ben là, c'était pareil en fait. Il y avait le dernier petit coup de d'aiguille pour finaliser en fait le modèle commandé quoi. Super, je te remercie d'avoir parlé de ça parce que je trouve que ça fait partie intégrante, de ton parcours et ça permet de mieux comprendre, en fait, aujourd'hui, ta démarche artistique, comment tu travailles, quels sont tes process méthodologiques que tu as mis en place au fur et à mesure, de ton expérience pro. Alors moi, je vais t'emmener tout doucement, sur le graphisme, sur ta manière de travailler, sur tes influences aussi. Évidemment, on est influencé, à chaque moment de vie, à chaque rencontre, à chaque fois que l'on voit quelque chose. Je sais que quand on se balade, en séjour, dans la rue, tu es en alerte perpétuelle sur les enseignes, sur les couleurs, sur, les logos. Ah, c'est assez fabuleux de se balader avec toi quand on est dans un pays, étranger parce que tout te fascine, tout t'influence, tout te donne des idées. J'aimerais que tu me dises un petit peu, quelles sont tes influences? Qu'est-ce qui t'a marqué comme courant artistique ou comme courant graphique? Dans ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait partie intégrante de toi, de ta création, de ta sensibilité. C'est une vaste question quand même. Je vais essayer d'y répondre de manière concise, mais il y a plusieurs choses qui m'ont influencé. Donc, comme tu as dit, ben évidemment, c'est le milieu dans lequel tu baignes, on va dire. On l'a évoqué avant. Et puis après, en fait, c'est plein de choses. C'est vrai que ça se résume pas aux études ou au voyage, c'est tout en fait. C'est-à-dire que moi, en fait, je suis ébahi devant une nouvelle étiquette de vin. On peut partir à l'étranger. Ah ben tiens, il y a un mur qui est graffé. Il y a des choses intéressantes au niveau forme, etc. Moi, ça m'interloque. Du coup, après, ben, si je fais aussi un flashback, il y a également ben, certaines rencontres aussi, des professeurs, etc., même des amis, en fait, on échangeait. Donc, c'est très, très vaste. Après, j'aime bien également, en fait, tout ce qui est film d'anticipation, musique un peu new retro wave, etc. Moi, ça me donne, en fait, tout un panel d'inspiration, quoi. C'est vrai que l'univers un petit peu comme ça, décalé ou même futuriste, ou même, comme tu dis, simplement me balader dans la rue d'un autre pays, ou même ici, hein, ou même quand je vois un véhicule avec un covering, je dis oh là là, mais waouh, le logo, il fonctionne bien là.
il y a de l'idée. Donc, c'est vrai que tout, en fait, tout m'influence, quoi, on va dire. Et après, les courants, ça peut être, oui, des courants artistiques comme le pop art, ou plus particulièrement le groupe aussi Memphis, mais également, j'aime bien, en fait, les choses très épurées aussi, comme, Style boho, un peu? oui, style Boos, la nouvelle garde un petit peu, qu'il y avait eu, allemande, en fait, et Pays-Bas, après-guerre. Ça, j'aimais beaucoup, notamment au niveau mobilier. J'aimais bien en fait le côté épuré. Et là, en fait, c'était plutôt la fonction qui était mise en avant par rapport en fait à une espèce de culture un petit peu édulcorée qui venait des États-Unis où fallait en rajouter un petit peu plus dans les formes. Donc voilà, oui, c'est vrai que c'est le champ est immense au niveau inspiration. Est-ce qu'on peut dire que la période un peu pré-raphaélite, les affichistes comme Lautrec, tout ça, ce sont des courants qui t'ont un peu imprégné ou tu vas aller chercher des choses un peu plus dans le surréalisme, comme un Dali, ce genre d'influence? Oui, Dali, en fait, ben, c'était un de mes premiers artistes qui m'a inspiré et que j'ai eu entre les mains, on va dire, parce que j'étais tombé sur une encyclopédie chez mon oncle, mais qui n'était pas achevée, tu vois. Et c'était la lettre D, et c'était Dali dedans. Donc en fait, il y avait que cette partie de l'encyclopédie, et du coup, en fait, vu que c'était une encyclopédie, c'était vraiment très très détaillé en fait. Et donc du coup, Dali, en fait, il y avait une multitude de pages avec une multitude en fait de ses œuvres. Je les ai feuilletées en long et en large, quoi. Donc c'est vrai que le côté absurde vient peut-être de là aussi. C'est vrai que j'aime bien les trucs décalés, les choses un petit peu hors sujet. T'aimes les choses décalées, mais t'es aussi quelqu'un qui aime détourner. T'aimes le détournement de l'objet. Je t'ai vu à l'œuvre souvent. Et ça, il y a quand même un peu de l'influence du chant ou un peu dada dans tes conceptions parfois. Complètement, ouais, c'est ce que j'allais dire. Oui, effectivement, le ready-made, tout ça, en fait, ça m'a vraiment bien influencé. Et puis c'est vrai que dès le lycée, quand j'avais mon option art plastique jusqu'à ma formation après secondaire, j'ai eu des professeurs qui m'ont vraiment bien imprégné au niveau de leur connaissance, parce que c'est vrai qu'ils étaient passionnants. Donc du coup, ça m'a fait encore plus aimer tout ce qui était artistique et design, quoi. À chaque fois, ben, je retournais dans ce qu'on m'avait appris ou donné pour en fait essayer de m'inspirer aussi. Tu Quand tu as choisi tes études de design industriel, en fait, tu savais déjà que tu voulais être designer? Oui, ben il y a toujours un moment où t'es pas sûr, quoi, parce que quand on te demande ton orientation, soit en fait t'es pas là-dedans, quoi, clairement, ou soit en fait ben tu sais pas du tout quoi choisir. Et puis quand tu vas au forum d'orientation, ben moi j'étais tout le temps perdu, quoi. C'est-à-dire qu'à la fin je savais plus quoi, parce que j'avais vu tellement de métiers que je savais pas trop. Mais je savais de toute manière qu'il fallait que je fasse quelque chose en rapport avec le dessin. Mais quoi? Ce que j'aimais bien dans les études de design, c'était qu'il y avait quelque chose aussi, comme je te disais, de minimaliste, de précis, et le côté réalisation aussi. Moi, ce que j'aimais, c'était que ton dessin, après, ben, il vive. Avec le design, j'avais un petit peu ce que je voulais retrouver dans un métier. Le dessin et le côté, comme tu disais, objet. Donc, c'était vraiment ça qu'il me fallait et que j'aimais, quoi. Donner de l'esthétique à la fonction, en fait. Oui, oui, c'est ça. Après, c'est vrai que quelqu'un le faisait bien à l'époque, c'était ben, Raymond Lewy, hein, le designer que tout le monde connaît. Il s'est tout le temps efforcé de faire ça et dans différents domaines. C'est ça qui est fou, quoi. Que ce Mm. soit aéronautique, alimentaire, tout. Ça, c'est vraiment la base du design et quand c'est bien réalisé, ça donne des choses fabuleuses. Après, le design a vraiment très évolué depuis quelques décennies maintenant, on peut le dire, hein. Donc voilà, les influences sont diverses et je pense que si tu poses la question à un autre designer, je pense qu'il te répondra la même chose, c'est-à-dire qu'en fait toute l'influence et tout doit t'influencer, je pense, parce que tu dois pas rester insensible à tout ce qui se fait de nouveau. Tu vas être un petit peu, comme on dit, à la page, quoi. Mm. Du coup, tu as trouvé ta voie aussi parce que tu as exercé ta créativité, je sais,
que tu as toujours baigné dans un univers où on réveillait un petit peu les inspirations et la créativité par les objets, par les couleurs. On faisait aussi avec ce que l'on trouvait et ça mettait en exerce en fait tout un monde imaginaire. Tu as quand même baigné là-dedans pendant toute ton enfance et tu as vraiment travaillé le dessin pendant toute ton adolescence. Finalement, le choix du design, le choix de ces études en design industriel, c'est finalement comme pas comme un aboutissement, mais comme si tu ouvrais une nouvelle porte, comme une continuité, j'imagine. Oui, oui, c'est vrai. Et c'est vrai que, comme tu dis, oui, j'ai baigné et ça m'a suivi. Si on remonte encore avant, en cours élémentaire, il y avait toujours des concours de dessin. Finalement, je les faisais et j'en ai gagné pas mal. Ouais. Ça me faisait vraiment quelque chose de fort en moi en me disant, j'ai réussi en fait à gagner et à véhiculer en fait ce que je voulais représenter. Ça a plu, quoi. Il y avait une sorte de fierté aussi, comme un accomplissement. Tu voyais qu'il y avait un rebondissement en face. C'est ça. Donc, tu as fait des études de design industriel. Tu as basculé peu à peu sur le design événementiel, le design et la communication graphique, parce que je pousse un petit peu le graphisme sur sa partie communicante. Et moi, quand je t'ai connue, tu me disais que tu aimais le dessin, mais qu'aujourd'hui, tu t'éclatais énormément à faire des conceptions et des compositions graphiques avec tes logiciels. Et c'était vraiment une passion quand tu me parlais. Bon, on t'écoutait, mais on sentait que c'était ton dada. Qu'est-ce que tu préfères dans la communication graphique, dans le design graphique aujourd'hui? Qu'est-ce qui te plaît? Ce qui me plaît, effectivement, c'est les moods, mais surtout, en fait, ouais, la partie, le début, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'éclates avec les polices, tu vas chercher, en fait, des couleurs, des éléments graphiques. Tu fais ta petite cuisine, en fait, avec tous ces éléments-là. Toi, tu as déjà des idées, en fait. Dès qu'on a un projet, je sais que, voilà, j'ai déjà des pistes qui surgissent en moi. Et du coup, en fait, j'essaie, ben voilà, de les matérialiser après avec les outils qu'on a, quoi, maintenant. C'est vrai que ce qui m'excite le plus, c'est le début, et encore plus si le client dit carte blanche, quoi. Alors, tu me fais un lien formidable sur du sirop. J'aimerais que tu nous parles un petit peu, pourquoi du sirop design en fait? Pourquoi du sirop existe? Est-ce que tu veux en parler un petit peu, savoir comment ça s'est passé un petit peu ces débuts du sirop? Explique-moi le contexte. Pourquoi du sirop design? Et ben pourquoi? Ben, il faut peut-être expliquer un élément en fait qui a été un petit peu à l'origine du départ. Comme tu disais tout à l'heure, j'étais à un moment donné dans l'événementiel pendant un petit moment quand même. Et du coup, ben, comme à chaque fois, l'ennui peut arriver quand on reste trop longtemps au même endroit à faire les mêmes choses. Et du coup, à un moment donné, j'ai dit qu'est-ce que j'aime bien en fait, quel est l'essentiel pour moi. Donc évidemment, il y avait le crayon, le dessin, mais également en fait la fois où je t'ai rencontré. J'ai dit bon, qu'est-ce que j'aimerais faire maintenant de ma vie quoi, pro quoi. Qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien être avec ma femme et dessiner, l'essentiel, la base. Donc du coup, je me suis dit ah mais on aime bien en fait siroter un verre de sirop, hein, tout simplement ensemble. Et du coup, j'ai dit la paille, c'était l'évidence du logo pour moi en fait, parce que comme tu disais, les origines, ben c'est ça, du sirop design. Du sirop, c'est un peu toi en fait finalement nos instants en terrasse. Et design, ben c'est ce que j'aime faire en fait, c'est-à-dire le concept, le dessin, etc. Donc on fait unir les deux choses essentielles et que j'aime par-dessus tout dans la vie, quoi. Quand tu étais dans l'événementiel, moi, je t'ai rencontré, tu redessinais des logos, tu prenais en charge des identités de marque et parfois, on te demandait de revectoriser ou de redessiner parce que la qualité n'était pas au rendez-vous ou même complètement des fois de rentrer dans une conception parce que l'identité était inexistante. Et moi, je te voyais t'éclater là-dessus, sur ce genre de projet. Et connaissant ton potentiel, j'avais très envie que tu puisses
enclenché la vitesse supérieure de se dire, bah, ça serait quand même bien d'être moteur de cette conception plutôt que d'être exécutant. Il y a eu un petit chemin qui a été fait. Je sais que ça te faisait vibrer. Et on s'est mis un petit peu tous les deux à créer, à concevoir, tout en voilà, tu gardais ton activité, moi j'avais la mienne et ça se passait plutôt bien. On passait du bon temps, on aimait faire ça ensemble. Et je sais qu'à un moment donné, tu étais un peu embuée dans tes projets événementiels et il y a eu finalement un facteur déclenchant où tu t'es dit: «Bon, bah, c'est OK, c'est maintenant, allez, on y va». Je t'entends encore dire: «C'est bon, on lance l'agence», quoi. Oui, c'est vrai, en fait, il y a eu, un moment, en fait, comme tu dis, où, je piétinais et puis même, en fait, c'était un petit peu, comment dire? L'exécutif, en fait, l'emportait sur la créativité, quoi. Elle était plus existante du tout à la fin donc moi, ça m'a en moi, je me suis dit: «Ben, voilà, il faut vraiment, avoir un sursaut, il faut que je me sauve, quoi, en fait. Mmh. Autrement, voilà, quoi, je vais y rester». Finalement, c'est un mal pour un bien, comme on dit. C'est-à-dire que ça m'a redonné un coup de boost, pour faire, ce que je veux, de manière, indépendante, avec toi et d'avoir en fait, la créativité au max, quoi. Mais, créativité au maximum, justement comme, certains peuvent le croire, c'est pas simplement voilà, je m'éclate et il y a rien derrière, quoi. Nous, il y a une pensée, il y a un concept, on s'éclate mais, tout en restant en fait, professionnel, Stratégique. stratégique. C'est, intéressant ce que tu dis. Moi, j'aimerais parler d'opportunités. Dans la vie, en fait, il y a des fois, bah, on a tendance à tourner en rond ou, bah, parce qu'on a fait le tour d'un poste ou parce qu'on a fait le tour d'une activité ou parce que, bah, le marché a évolué et fait que, ben, on ne s'y retrouve pas forcément et c'est OK avec ça. Moi, je pense qu'en fait, tu as juste pris l'opportunité de te dire: «Allez, je lance cette aventure avec Anouk et puis on verra bien». En tout cas, on se sera donné tout ce qu'il faut pour pouvoir se lancer. Alors, moi, j'étais super heureuse, hein, quand tu as pris la décision et quand c'était OK parce que ça faisait déjà tellement de temps que je te poussais un petit peu à ça. Le jour où tu as dit: «OK, on y va», je me vois, déjà, avec toi en train de regarder l'écran d'ordinateur. C'était en fin de journée et tu m'as dit: «Ça y est, j'ai le concept, j'ai quelque chose là qui naît en moi» et tu avais trouvé le nom et tu commençais à dessiner un logotype pour, les débuts, de l'activité. Tu peux nous parler un petit peu, de ce qui s'est passé en toi quand tu as trouvé le logo, comment t'es venue cette, 1re idée, pour lancer l'activité? Comment tu as trouvé aussi, bah, le nom parfait, en fait? Comment ça t'est venu l'idée de la paille, du verre, Parce que le premier logo de Duciro, c'est pas celui d'aujourd'hui, en fait. C'était un logo plus figuratif avec, la baseline en dessous, mais tu avais déjà cette idée d'associer le sirop à une paille. Comment t'es venue l'idée de la paille? Parce qu'aujourd'hui, la paille, elle est restée et elle fait partie intégrante de notre élément, central visuel, et graphique, quoi. Je dirais, il y a plusieurs choses, mais il y a un peu côté Madeleine de Proust, je pense, parce que la paille, le sirop, ça donne en fait un petit peu envie de retourner un petit peu dans ce qui t'a fait vibrer quand tu étais enfant. Et moi, en fait, voilà, c'était ce sirop-là, etc. Les couleurs aussi, en fait, le fait que le sirop en fait descende dans l'eau comme ça, qui se mélange, je trouvais ça trop fun, quoi. Dans notre métier, la couleur, c'est un petit peu l'élément clé. Et puis, ça me faisait, comme je l'ai dit tout à l'heure, penser aussi à nos instants, à la Croix-Rouge. Je sais pas si tu te souviens, quand on déambulait un petit peu dans les rues l'été, on s'arrêtait un petit peu, en terrasse, quoi. Et Mmh. même le bruit, j'aimais bien en fait le bruit, d'une paille qui tourne, et cetera, dans le verre. C'est des instants en fait qu'on savourait tous les 2 en refaisant le monde, en refaisant telle ou telle, créa. Et je me suis dit: «Ben, voilà, c'est une évidence, ça nous réunit nous». Il y a ces instants en fait qui sont également là, qui sont précieux pour nous et qui sont moteurs de créa. Donc pour moi en fait, la paille, voilà, elle est née de là, quoi. Et je trouvais ça sympathique. En plus, ce que j'aimais dans la paille, c'est que la forme était très minimaliste. Et d'ailleurs, je sais que c'est hyper important pour toi d'avoir un touilleur. Si on te sert un sirop avec des glaçons, la première chose que tu regardes, c'est le touilleur, et la paille. Oui, j'adore parce qu'en plus, il y a le bruit des glaçons qui frottent et qui frôlent les parois du verre. Et je sais pas, en fait, ce petit bruit, en fait, il m'inspire. Et puis, il y a le côté un peu serein, on est posé, on est bien.
on est enjoy. Donc, tout est propice, tous les chakras sont ouverts, comme on dit, Mhm. pour pouvoir créer et puis voilà, être en sérénité en fait pour avancer sur ce qu'on veut, quoi. Et puis, c'est aussi une expression qui nous appartient. On dit souvent j'aimerais bien du sirop et toi, alors que dans un français correct, c'est j'aimerais un sirop. Et c'est vrai que c'est une expression depuis qu'on se connaît, c'est j'aimerais bien du sirop et tu prendrais quoi du sirop s'il te plaît? Et du sirop nous a suivis tout au long de nos escapades et de nos petites soifs. Oui, c'est vrai. Comme tu dis, il y a aussi le côté décalé, parce qu'en fait, il y a souvent des agences en fait avec des noms un petit peu voilà rigides. Nous, en plus, voilà, on marque en fait notre identité déjà avec le nom, quoi. Et puis il y a ce côté en fait, comme tu dis, édulcoré, savoureux et puis créatif, quoi. Mmh. Charles, je vais t'emmener sur une partie un petit peu différente, sur une partie conseil, une partie un petit peu vision. Aujourd'hui, si c'était à refaire dans l'identité graphique que nous avons créée pour l'agence, est-ce que tu améliorerais quelque chose? Améliorer, je sais pas, peut-être faire évoluer, oui. Comme je disais tout à l'heure, le côté un petit peu le détail, en fait. Est-ce qu'on a fini telle ou telle création? Est-ce qu'on s'arrête là, etc. Ça, en fait, c'est toi qui juges selon en fait l'instant présent. Après, ça peut changer, mais améliorer, je sais pas. Je pense que tel quel, en fait, il est bien comme ça. Pour l'instant, je me sens en adéquation et toi aussi, je crois, avec cette identité-là. Mmh. Mais je ferme pas la porte à le faire évoluer. Oui, en fait, c'est bien aussi de faire évoluer son identité. Ouais, je te remercie de m'emmener là-dessus parce qu'en fait, on est d'accord, qu'un bon design, c'est un design qui sait s'adapter, être réactif aux évolutions et qui n'est pas figé, dans le temps. Un bon design, c'est aussi, un design qui sait perdurer, dans le temps. D'ailleurs, notre identité a évolué, hein, depuis, 2014. Le premier logo date de 2014, c'était son vert, le vert de sirop avec, la paille. D'ailleurs, cette paille était légèrement en décalé dans le verre pour symboliser qu'il y avait de l'eau, que ce verre était plein, plein de créative et d'un concentré, très sucré et petit à petit, le verre a disparu. Tu avais fait une deuxième évolution 2-3 ans, après avec, la paille en exergue. Cette paille, que tu avais, gardée en énorme et le verre petit à petit s'est effacé jusqu'à en garder vraiment cette, paille que l'on a, rendue, paper. C'est devenu une paille, rayée, comment on dit? Straw paper, paper cup? Je sais pas, mais voilà, on l'a fait évoluer, 3 fois. Aujourd'hui, je pense qu'il correspondait plutôt bien, à notre évolution et du sirop, va continuer à bouger, en fonction de nos avancées. Dans ton métier, aujourd'hui, tu es dans la conception, tu es dans la direction, artistique. Tu me disais tout à l'heure que ce qui te faisait vibrer le plus, c'était toute la partie, prise de projet, prise de brief, sourcing puisque ça fuse, ça part dans tous les sens. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta façon de bosser? Ah oui, oui, je peux. Chouette. Chic. Ben, ça a rejoint un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, dans la mesure où mon état d'esprit, ben voilà, en fait, je suis excité, j'ai hâte en fait de mettre sur feuille blanche en fait mes idées. Et du coup, ben quand on est sur un projet, déjà en fait, je pose les idées. En fait, j'essaie de débriefer avec toi en fait au maximum pour aussi en fait canaliser le flux de créativité. Après, le second temps, on va dire, c'est le sourcing d'après le projet qu'on a, d'après le domaine d'activité. Et ensuite, moi de mon côté, quand quelque chose commence à se préciser au niveau de mes planches créatives, j'essaie d'affiner la police, j'essaie en fait un petit peu de déstructurer même certaines polices ou même les faire moi de mon côté pour pouvoir vraiment avoir une identité forte et comment dire unique. C'est une espèce de cuisine, d'alchimie entre les différentes techniques en fait pour arriver à la version définitive. Ça aussi en fait, j'adore parce qu'au début en fait, t'as l'impression que
c'est quelque chose un petit peu de footrack parce qu'on met tout sur le fichier, Tout etc. sur, tout sur la planche. Tout sur la planche. Et du coup, ce que j'adore aussi, et ça rejoint le design, quand on travaillait un projet, c'est qu'à la fin, comme un entonnoir, c'est-à-dire petit à petit, t'affines. Et petit à petit, tu arrives à la version définitive. Donc ça aussi, ça me plaît beaucoup. Comme quelque chose en fait qu'on cisèle en fait dans la pierre ou qu'on travaille en fait avec la grosse matière au début brute. Et petit à petit, en fait, on la travaille, on enlève les morceaux qui servent à rien, les volumes, et ça donne après quelque chose d'épuré, de travaillé et de façonné, quoi. Et ça, j'adore. Moi, je vois des fois, évidemment, ça dépend des projets, mais d'une manière assez générique. Il y a des fois, tu vas partir sur des axes vraiment très, très, très différents et puis tu vas avoir plein d'idées, donc du coup, tu vas toutes les poser. Il y en a certaines, en fait, que tu vas abandonner parce que tu les trouves pas pertinentes ou tu es allé jusqu'au bout et tu te dis: «Il manque quelque chose», donc tu vas aller pousser une autre idée et des fois, quand tu tiens quelque chose, c'est impressionnant, la minutie, le détail de finition que tu peux atteindre jusqu'à la dernière version. Des fois, tu vas pouvoir pousser le détail sur une planche créative entière. Alors quand on dit planche, c'est des grandes planches, hein, on n'est pas sur un format A5, hein. On est sur vraiment des planches au 5 format, mètres. voilà et tu y vas et tu pousses le détail, jusqu'à ce que tu détiennes pour toi le détail qui fait mouche, où là tu dis: «Je tiens quelque chose» et tu vas aller dans la finition ultime et ça, j'ai envie de dire, ça fait vraiment partie de toi, cette manière de travailler, ce côté, je pars dans tous les sens et puis des fois, ça peut être en même temps et dès que tu tiens le truc, alors là, tu le lâches plus, quoi. Tu vas vraiment, jusqu'au bout, de ton idée pour obtenir, ouais, c'est une sorte de liqueur, quoi. C'est incroyable. Est-ce que des fois, ça t'arrive d'être frustré justement par, le nombre d'idées qui peut passer dans ta tête et le temps que tu as pour, les mettre en application? C'est-à-dire le temps limité, tu veux dire? Oui, parce que des fois, on est contraint dans les délais, dans le timing, Je m'y fais de plus en plus, mais c'est vrai qu'on est moins timé que dans l'événementiel. On a quand même une marge un peu plus importante. Et puis maintenant qu'on est en fait notre propre entité, voilà, il y a moins le stress, je dirais, de vite créer et de passer à autre chose. mmh, Là, on prend le temps, etc. Par contre, on peut avouer peut-être ce petit secret. C'est vrai qu'en fait, j'y pense quand je suis en mode création, planche, absolue créativité. Parfois, je laisse un petit peu reposer. Je passe à un autre projet, j'y reviens. Ça aussi, en fait, ça fait un petit peu partie du processus. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, je vais prendre l'air, je reviens 2 jours après dessus, et là, hop, j'ai trouvé le petit truc qui manquait. Ça peut arriver, hein. mais c'est un super secret à dévoiler parce que ça fait partie, de notre façon, de faire. La conception a besoin de maturer. Au bout d'un moment, si tu es trop, sur le concept, tu y vois plus clair. Tu es obligé de laisser poser pour qu'il y ait une digestion aussi créative, pour pouvoir se remettre, dessus et très souvent, quand on a les idées embuées, que ce soit toi, que ce soit moi, on se dit tous les 2: «OK, on laisse et on s'y remettra un petit peu plus tard» et c'est un gain, mais incroyable de productivité parce que quand on revient, on sait ce qui est bon, on sait ce qui l'est moins et on sait où est-ce qu'on peut aller pousser plus loin le projet. Mais aujourd'hui, on a appris à le faire et on a appris à le faire dans le respect des délais, aussi. Mais c'est super important cette phase de maturation en tout cas. Nous, on en a besoin autant que nos clients finalement, quand on leur présente, le projet. Oui, oui, et puis en fait, vu que on est ensemble sur le projet, c'est bien aussi d'avoir, voilà, en fait, le côté, tiens, là, Charles, voilà, là, t'as ciblé. Là, en fait, ça, on va peut-être le garder pour une autre présentation du projet, mais pas tout de suite. Tu temporises aussi, donc ça m'aide aussi à parfaire un petit peu le chemin du concept aussi, quoi. Mmh. D'ailleurs, ça te dit qu'on parle un peu de notre façon de bosser ensemble? Allez! Allez, on y va! C'est vrai que, depuis les débuts qu'on se connaît, il y a une sorte d'alchimie un peu qui se met en place, tous les 2. On n'a pas besoin de se dire: «Toi tu fais ci, toi tu fais ça». Enfin, c'est comme, une musique qui se met, en route très intuitivement et très facilement. Aujourd'hui,
Sur les projets de conception d'identité ou de conception graphique, il va y avoir toute une grosse partie pardon, où, on va se mettre ensemble à discuter du projet, à parler des idées, à parler, de mise en forme, de mise en place, de contraintes également, selon le support sur lequel, ça doit être fait. On se dit: «Bah, tiens, on va partir sur tel axe, tel traité, tel rendu». Ce qui va permettre aussi, de canaliser la démarche sourcing et la démarche, on va dire pré-production. Toi, tu aimes bien travailler dans ton coin, avoir ce moment un petit peu, pas isolé, mais voilà, être dans ta bulle conceptrice, graphique et tu vas aller chercher des choses, tu vas aller chercher énormément, de matière avant de me les soumettre. Une fois que tu me les soumets, on va travailler, on va faire du ping-pong et c'est cette partie-là, qui est, un peu intéressante où on bosse ensemble, où chacun va apporter, sa touche pour dire: «Bah, tiens, on va changer ci, on va changer cette couleur, on va changer ce trait, on va modifier, là, ça ne convient pas, on va remanier». Il y a, toute une phase avant présentation, où on est en duo sur la conception. Oui, oui, c'est vrai et du coup, comme tu dis, c'est pas des automatismes, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on sait, en fait, chacun, apporter, en fait, les pierres à l'édifice, quoi, on va dire. C'est-à-dire que toi, tu me dis: «Bah, voilà, tiens, il faut enlever une forme», comme tu disais, ou «faut modéliser autrement». Ça me gêne en le regardant. Voilà, on se complète et moi, en fait, je suis aussi, preneur de ça parce que ça m'aide aussi à avancer parce que comme je te disais, j'ai beau revenir après quelques temps sur ce que j'ai fait. Parfois, en fait, voilà, je me dis, tiens, Anouk, qu'est-ce que tu vois toi? Comment tu vois la chose? Et Mmh. c'est vrai qu'en fait, tu débloques, comment dire, tu lèves des doutes sur telle ou telle forme, et ça m'aide aussi à finaliser. Moi, j'adore, quand tu me fais, les présentations des planches, des débuts, jusqu'au dernier vraiment qui a été, mouliné, décortiqué, trituré dans tous les sens. J'aime bien, avoir un peu, tout le process, créatif où je me dis: «Ah ouais, OK, on va là, OK, c'est super». J'adore, quand je vois ton cheminement et qu'après il y a cette partie ensemble où on va finaliser, ça c'est un chouette moment en tout cas, moi, que je partage depuis, nos débuts. Je prends toujours autant de plaisir, à faire ça, avec toi. Bah, pareil, parce que c'est vrai qu'en fait, c'est assez drôle quand on échange tous les deux, parce que tu viens regarder en fait sur l'espace partagé, enfin les planches, et tu dis ah mais voilà, et je dis bah non en fait regarde, va un peu plus en haut, en fait le plan de travail c'est pas terminé, donc voilà c'est vraiment immense en fait, et du coup on échange et voilà en fait il y a une bonne alchimie quoi. Ouais, c'est toujours aussi plaisant en tout cas. Charles, par rapport à ton métier, à ton activité aujourd'hui, est-ce que, tu as une vision de l'avenir du design, par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport un petit peu à ce qui bouge aujourd'hui, par rapport à l'événementiel aussi? Comment tu vois l'avenir un petit peu de la communication graphique? Bah, c'est vrai qu'en fait comme tu dis ouais il y a l'IA qui arrive en force, et puis bah, dans le monde de l'événementiel il y a de plus en plus en fait d'écrans aussi, hein, la digitalisation, on va dire, de ces domaines-là est très important. Et l'IA, oui, en fait, c'est une partie qui est très très importante et omniprésente. Je dirais, en fait, ça peut être un nouvel outil qui peut être intéressant, mais comme j'ai tendance à dire, par petites touches, pour pas non plus en fait que justement la créativité propre de chaque personne qui est derrière sa souris ou derrière en fait sa tablette graphique soit en fait effacée, puisqu'en fait l'IA, voilà, c'est une intelligence artificielle, hein, comme le nom l'indique, et c'est vrai que c'est de l'automatisme en quelque sorte. Du coup, j'ai peur en fait d'un côté, mais d'un autre côté, ça me fait aussi triper. Donc du coup, il faut essayer en fait d'avoir, comment dire, tirer le bon côté de cette nouvelle fonctionnalité, quoi. Le juste dosage. Le juste dosage, c'est pas ton histoire ça? C'est ça, c'est exactement ça, ouais, le juste dosage. Mais c'est comme je le disais tout à l'heure, ça rejoint le design, hein. Le design, pour moi en tout cas, la vision du design, c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut enlever, qu'est-ce qu'on peut rajouter, mais toujours en fait minimiser en fait l'objet, la fonction, c'est-à-dire ne pas en rajouter quoi, le juste, pas en Mmh. rajouter trop de garniture sur le gâteau quoi, la sobriété.
C'est ça, savoir doser, c'est un mot que tu utilises, souvent. Je t'entends souvent dire, «Attention, c'est trop», «Attention là, c'est l'edge». Savoir doser. Quand tu es dans le design et quand tu es dans un esprit communicant, c'est-à-dire d'envoyer le message, au bon endroit, à la bonne audience, si tu noies le message, c'est foutu et ça peut se faire, en design graphique, et en communication graphique par énormément d'éléments, de surajouts ou de trop d'associations. Tu dis souvent que le trop, ça peut être aussi le mal. Le pas assez peut être aussi le mal. Donc savoir, être dans le juste équilibre, le juste dosage. Mais c'est super difficile finalement de se dire: «Est-ce que je suis OK? Est-ce que c'est terminé? Si là, je mets une petite touche, je change tout». Finalement, c'est un peu en faisant qu'on s'en rend compte, non? Oui, c'est ça, et puis je pense comme disait, une de mes professeurs, on tend vers, c'est-à-dire qu'on se rapproche. C'est un mouvement perpétuel comme ça, une espèce de rapprochement, vers «la perfection» entre guillemets. On passe parfois, peut-être, toute sa vie comme certains, designers justement à s'interroger et c'est ça en fait qui fait aussi le moteur. C'est-à-dire qu'on est toujours, en train de relever des défis, des challenges pour pouvoir en fait faire, pour, un designer d'objet, l'objet parfait et pour nous une identité parfaite, un logotype parfait et cetera. C'est pour ça en fait, sans m'en rendre compte, j'ai fait allusion à la cuisine. Je disais: «Je fais ma cuisine», mais c'est vrai que voilà, en fait, on est à la recherche de la recette parfaite, de la formule qui va matcher. Donc, toujours quelque chose, en fait, de dosage. Donc, il faut savoir bien doser. Et pour savoir bien doser, ben voilà, en fait, il faut aussi passer par parfois les contre-exemples. Donc, tu t'en rends compte très rapidement, hein, pour ma part, si je surcharge trop, là, je parle d'un logotype ou autre, ben, tu réduis, tu affines, et c'est là où voilà, comme je te dis, le design et le graphisme se côtoient parfaitement parce que c'est vrai que le design, mes études de design me permettent justement de m'économiser dans les formes, dans le trop justement, Mmh. et toujours en fait d'avoir cette ligne. Pour moi, c'est très important parce que c'est un équilibre parfait, quoi. C'est la forme, elle doit pas être là en surcharge, quoi. En fait, elle doit vraiment être là en une petite touche. Je fonctionne toujours comme ça. C'est vrai que le graphisme, ça permet d'avoir justement ce côté un petit peu fun, décalé, mais le design peut te ramener justement à quelque chose d'un peu plus straight, je dirais. Mmh. Ça t'a permis, aussi de mieux comprendre les espaces de lecture quand tu es sur un support? C'est comment tu guides le regard par, les pleins, par les silences, les vides, comment tu vas contraster, quel typo tu vas utiliser ou modifier ou associer pour pouvoir, guider la lecture. Très souvent, tu regardes, son ensemble et tu dis: «Bon allez, est-ce que le message que l'on veut faire passer est lisible?» Oui, c'est ça en fait. Nous deux, déjà, on s'en rend compte très rapidement en fait si le message fonctionne ou s'il est lu correctement ou si on lit pas un autre message. Enfin voilà, en fait, on essaie de déjà nous, avec notre regard, on peut s'apercevoir que là non, en fait, ça va pas fonctionner ou alors justement pour fonctionner, il faut rajouter ou enlever telle ou telle chose. Oui, c'est vrai. Mmh. On peut parler, d'un exemple concret. Je sais que récemment sur, une affiche pour, le championnat, de Saint-Priest, on voulait rajouter des éléments, graphiques à l'affiche et tu as su dire: «Stop, il y en a suffisamment, après on va perdre la lecture». C'est là où en fait, comment dire, ton raisonnement est important, mais également le fait que le client comprenne par rapport à l'importance justement de ton regard qui va être porté. Là, c'était une affiche pour le Grand Prix de tennis, on peut le dire, hein. Il y avait certains éléments qui devaient apparaître absolument pour justement mettre la ville en valeur. Et du coup, si on en mettait trop, ça nuisait en fait au style et aussi également à l'environnement qu'on avait créé pour l'affiche. Mmh. Donc du coup là, c'est vrai qu'on avait dû mettre un stop et un espèce de modérateur par rapport au client pour que justement l'affiche soit le mieux possible réalisée. D'où l'importance en fait de gérer sa conception, mais de pouvoir la présenter, de pouvoir l'argumenter parce que, seul dans notre création, on va pas très loin.
Le but, c'est de pouvoir envoyer le message, de pouvoir le communiquer et de se dire, OK, il y a un sens dans ce qui est fait. Et c'est hyper important parce que ça fait partie de la pédagogie communicante du projet auprès de l'expérience clientèle. Ah bah oui, en fait, et puis ben pour te rejoindre, et puis c'est valable aussi pour d'autres projets. Là, j'y pense. C'est vrai qu'effectivement, soit le message il va pas être perçu, soit on va voir autre chose. Nous, on l'a composé de telle façon à ce que justement ce soit le plus clair possible et le mieux possible au niveau de la composition graphique. Après, de changer tel ou tel élément, même un seul, ça suffit en fait à plus fonctionner. Donc Mm. ça, le client, on est obligé un petit peu de lui expliquer de manière claire. C'est vrai qu'un élément qui peut paraître anodin, comme une couleur, comme un mot, peut absolument casser l'ensemble. C'est pour ça que c'est intéressant de bien avoir les contenus textes en amont pour être sûr finalement du rendu final. Ah bah oui, en fait, et je pense que il y a plusieurs personnes qui sont de notre parti qui vont être d'accord avec ça. En fait, si au dernier moment on nous dit ah bah voilà, il faut rajouter une date, il faut rajouter justement comme tu dis un écrit ou comme on disait tout à l'heure pour l'affiche un autre monument ou quelque chose de symbolique. Bah non en fait parce que ça va décaler, je sais pas là sur l'affiche ou sur même un logo. Si on déplace une lettre ou un élément qui a été créé, ça va pas fonctionner pareil en fait. La composition, elle a été créée, réfléchie. Là, dans la fiche, si on déplace, ben là, en l'occurrence, c'était un élément de la ville. Ça allait masquer le joueur, donc ça voudrait dire décaler l'angle de vue qu'on avait mis. Non, ça va pas. On se noie dans le message et ça veut plus rien dire, quoi. Faut changer d'axe. Tu disais aussi c'est valable pour un logo, mais en fait c'est valable pour énormément d'éléments de conception. C'est vrai que dans un logo, si on modifie quelque chose, ça peut nécessiter de tout ramener, de tout remanier, pardon, parce que on change l'équilibre. Ça me fait penser à un projet récent où c'était un logo typographique. Où on avait joué sur la lettre R et le M, donc c'était des lettres très, très stylisées. Le M a voulu être modifié, mais du coup, toute la conception a été revue pour garder l'équilibre et l'impact, parce que l'impact était perdu si on changeait une branche de la lettre. Oui, c'est vrai, en fait. Là, voilà, c'était l'exemple logo. C'est bien ouais, que tu fasses le rappel avec ça. C'est vrai que là, du coup, on a dû repartir vraiment du début parce que effectivement, nous, on le sait, en fait. On change quelque chose, une idée qui fonctionne au top. Et on nous dit, ben non, en fait, ce serait comme voilà prendre notre idée à 50% et 50% une autre idée et la mixer. Maintenant, en fait, là, ça pouvait pas fonctionner comme ça puisque le logo, comme tu dis, il était équilibré. La forme du M qu'il voulait n'était pas du tout en adéquation avec l'autre lettre. Donc, du coup, en fait, il était, comme on dit, entre guillemets, boiteux, en fait, le concept, là. Il était pas du tout dans la fonction, quoi. Mm. Mais c'est là où toute notre expérience rentre en jeu, c'est d'être dans la capacité d'écouter, de comprendre le désir du client et de pouvoir ensuite rebondir pour se dire, OK, comment on peut gérer l'équilibre? Comment on peut pousser le concept? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on peut continuer dans ce sens-là? Ou alors partir sur autre chose? Et parfois, nous sommes obligés de dire, bah non, on ne pourra pas pousser l'idée plus loin parce qu'on est allé au bout de cette idée-là, mais peut-être partir sur un autre axe et se dire, bon allez, on va tourner l'axe différemment, mais ça, c'est toute la beauté finalement du métier, j'ai envie de te dire. Charles, je t'emmène un petit peu sur la fin de cet épisode. J'aimerais déjà savoir qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter aujourd'hui dans ton exercice? Ben, plein de beaux projets à faire avec toi, encore plein quoi. Donc du coup plein de couleurs et plein de formes nouvelles et des expériences nouvelles pour notre domaine d'activité, ouais. Est-ce que tu aurais un conseil à donner ou un message à envoyer par rapport à tout ce qui a été dit sur le design, sur la communication graphique? Je pense qu'en fait au final on va retourner en fait au tout début où tu me disais oui pourquoi j'ai choisi ça, etc. Et comment j'ai pu arriver à ce genre d'activité, on va dire. Il faut s'écouter en fait. C'est vrai que parfois, on ne sait pas dans quelle direction aller. Là, je te parle pro, hein. Bon, ça peut être aussi à côté perso, hein. Ça peut Mais être c'est perso vrai que aussi. bon, c'est peut être lié, hein.
Mais du coup, c'est vrai que oui, je dirais qu'en fait, à ceux qui aiment bien ce domaine et qui se posent encore des questions, il faut se poser et après écouter toi en fait ce que tu ressens et là en fait tu trouves les idées ou l'idée ou la direction que tu veux prendre. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que je suis retourné à mes premiers amours, comme on disait, en fait, c'est le dessin, etc. Et c'est ça qui me fait vibrer en fait. D'autant plus que je le partage avec toi, donc du coup ça me fait doublement vibrer. Je pense qu'il faut s'écouter et aller dans ce qu'on aime. Voilà, c'est ça l'essentiel. Merci pour le conseil. Moi, j'ai envie de dire aussi que la boucle se termine. Tu as commencé à la Croix-Rousse. Nous sommes allés tourner notre clip vidéo à la Croix-Rousse. Nous avons trouvé le nom à la Croix-Rousse. Nous avons bu du sirop à la Croix-Rousse, le secteur bouillonnant lyonnais de créativité. Et je trouve que c'est une très belle boucle, ce sirop, tous les deux. On fait le checker? Allez, Ton sirop préféré? fraise. Ton mood au petit déjeuner? Faut pas trop me déranger. Si tu étais une couleur? Ah, c'est une question, ouais, il faut cash. C'est ça, cash. Un beau orange. Ta typo préférée? Il y en a plusieurs, hein, mais, une Helvetica que je remanie moi après. La forme qui t'inspire le plus? La forme? Mm. Arrondie. Ton expression favorite? C'est chier, non? Le meilleur moment de vie? Notre rencontre, Ta plus belle récompense? notre réalisation. Pourquoi nous? Pourquoi nous? Ah, parce qu'on fonctionne trop bien et on fusionne les idées. Et un dernier mot? Go! Je te remercie, Charles, de t'être prêté au jeu de l'interview. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire ça avec toi. Et je pense que ça va énormément intéresser les personnes qui vont nous écouter parce que tu fais partie un petit peu des personnages silencieux dans les coulisses et je trouvais ça assez chouette de te mettre en avant sur ce podcast. Merci beaucoup. Merci. Je te dis à bientôt. C'est clair. Ciao, ciao, bye bye. Ciao. J'ai adoré partager cet épisode avec toi. Pour soutenir C'est comme du sirop, fais du bruit sur tes réseaux sociaux et partage l'épisode. Je te donne rendez-vous les 2e et 4e vendredis du mois. En attendant, je vais me servir du bon sirop bien frais. À bientôt, bisous bisous.